L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, François-Xavier Henry, le cofondateur d'OE. Bonjour, bienvenue à vous. Entreprise que vous avez créée il y a bientôt 10 ans, en 2015. On va revenir à l'origine. C'était quoi l'idée de départ, l'ambition d'OE? Bonjour. L'ambition au début d'OE, c'est en fait de créer un outil qui permette d'encourager et de favoriser des vignerons qui aient le choix de méthodes de production responsables. On voit que la viticulture, c'est 3% de l'agriculture française et plus de 20% des phytosanitaires sont utilisés dans la viticulture. Et donc, comme on sait très bien faire des très bons vins sans tous ces produits chimiques, l'idée, c'était justement d'encourager des vignerons qui faisaient ces choix-là. En 10 ans, on est quasiment à 10 ans d'existence d'OE. Vous dites quoi? C'est un mouvement de fond? Vous voyez de plus en plus de viticulteurs faire ces choix, ou alors c'est compliqué? C'est vrai qu'il y a eu une baisse de la consommation du bio, une baisse générale, je ne parle pas forcément du vin, avec l'inflation. Vous vous dites, on est à quel moment de cette tendance? Alors, vous avez raison sur les 2 points. C'est à la fois un vrai mouvement de fond. On voit qu'aujourd'hui, après 20% des exploitations viticoles sont en bio et ça progresse au fur et à mesure. Mais en même temps, c'est assez difficile. Quand les vignes ont été traitées longtemps avec des produits chimiques et qu'il faut les sevrer des produits chimiques, eh bien, il y a une baisse de rendement pendant 3-4 ans. Et c'est une difficulté pour les vignerons. Et avec la situation actuelle et la baisse de la consommation de vin, effectivement, c'est compliqué pour des vignerons de se lancer dans ce défi-là. Mais on voit que ceux qui se lancent dans ce défi, au bout d'un certain temps, ils sont très contents de leur choix, y compris pour la notion de rendement et évidemment la notion de qualité des vins. On va rentrer un peu dans le détail. Comment vous agissez pour favoriser une culture durable en viticulture? Parlons par exemple de l'impact sur les sols. Vous nous avez parlé des pesticides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous bannis, qu'il y en a certains que vous utilisez? Comment ça marche? Alors, non, ils sont tous bannis, effectivement. Nous, on fait une recherche dans tous nos vins. On cherche 480 molécules de pesticides et on n'a aucune trace de toutes ces molécules. Donc, on n'a vraiment absolument aucun pesticide. Ça, c'est pour être en bio. Mais en fait, on veut aller beaucoup plus loin que le bio et on encourage nos vignerons à aller plus loin, notamment sur tout ce qui est la biodiversité. On sait qu'en fait, un sol qui est plein de vie, c'est un sol qui sera plus adapté à tous les problèmes de réchauffement climatique. Quand on a un sol qui est très riche, très sain, les pieds de vigne sont plus résistants aux aléas climatiques. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'introduire plus de biodiversité, à la fois aérienne, terrestre et souterraine. Et c'est là qu'on parle d'agroforesterie ou d'agroécologie adaptée à la viticulture? Exactement. L'agroécologie, et notamment dans les solutions qu'on préconise, il y a le fait de planter des haies, de planter des arbres, donc ça c'est l'agroforesterie, et également de faire des plantations en interrang, c'est-à-dire entre 2 rangs de vignes, on vient planter d'autres cultures qui vont permettre à la fois de faire des engrais, donc de l'apport azoté naturel, des engrais verts, mais également de construire un paillage qui va permettre de préserver l'humidité dans le sol et donc que la vie dans les 10 ou 15 centimètres supérieure de la couche de terre soit préservée. Ouais. Voilà, c'est tout ça qu'on englobe dans la partie agroécologique qu'on mène avec nos vignerons. Oui, et avec une nouvelle étape dans la vie d'OE, c'est l'achat d'un domaine dans la vallée du Rhône. Alors, d'abord, double question. Pourquoi ce choix? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors, le choix, en fait, il s'est porté dans la vallée du Rhône parce que c'est à la fois près de chez nous, nous on est basé à Lyon, donc c'est assez pratique. Et c'est également un terroir qui est très intéressant par rapport à l'évolution du climat. Ce qu'on veut faire de ce domaine, c'est en réalité un démonstrateur de tout ce qui peut être fait. On travaille avec pas mal de vignerons, on collecte beaucoup d'informations sur les méthodes qu'on doit mettre en place pour faire face au réchauffement climatique. Et toutes ces données, en fait, on les documente et on veut les mettre en place dans ce domaine, donc le domaine OE de la Chapelle-Saint-Pierre, qui se trouve limite Vaucluse-Drôme, qui va être un lieu, en fait, où on va pouvoir montrer toute la transition agrologique qui peut être faite par les vignerons. Et donc, c'est un lieu où on va montrer ça en invitant la filière, d'autres vignerons, en invitant également même le grand public des universités, des écoles, mais également le grand public à voir en fait la transition agroécologique. Donc, le domaine, vraiment, moi, c'est ce que j'appelle un démonstrateur pour pouvoir montrer que cette transition agroécologique, elle est possible, elle est réalisable, et elle est quand même réalisable en un temps qui est plus court que ce qu'imaginent beaucoup de personnes. Malgré ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la perte de rendement et finalement le retour sur investissement qui est peut-être relativement long?
Alors oui, effectivement, malgré ça, on voit que le fait de passer dans cette transition, de passer en bio et d'aller encore beaucoup plus loin, ça génère une baisse de rendement au début. Typiquement, quand on passe en bio pendant 3-4 ans, on va perdre en termes de rendement. Mais on voit en fait que le sol est beaucoup plus sain, il est beaucoup plus riche et du coup va permettre au pied de vigne et au vignoble d'être plus résistant à tous les aléas climatiques. Je prends un exemple très simple. Quand vous avez un sol qui est avec peu de vie, dès qu'il fait très chaud, le sol est très dur et donc s'il pleut, soit l'eau vient ruisseler, soit l'eau vient percoler dans des fentes et disparaît complètement. Quand on a un sol qui est très vivant, très aéré, eh bien, on a de la vie souterraine, on a des vers de terre, etc. Ça fait un peu une éponge. Le sol se gorge d'eau et le pied de vigne va pouvoir en profiter pendant 5 ou 10 jours. Et donc, ça rend finalement le terrain plus résistant aux orages, à tous les aléas climatiques en fait, qu'on rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la géographie du vin? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Comment le réchauffement climatique est en train de modifier la géographie du vin? C'est-à-dire, on peut faire du vin là où on n'en faisait pas avant. Il y a des endroits où il faut remonter les cultures quand c'est possible pour aller chercher un peu de fraîcheur. C'est vraiment en train de beaucoup évoluer? Oui, oui, ça évolue énormément. En fait, il y a des gros projets qui se dessinent aussi aujourd'hui dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, de manière à pouvoir planter des vignes qui seront effectivement dans des conditions de température plus faciles pour la vigne. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel des vignes en France est planté en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon, on va dire. Et il y a d'autres vignobles très beaux comme la Loire, la Bourgogne, l'Alsace, etc. Mais 80% des vignes sont situées en dessous de cette ligne. Et malgré tout, on a des pieds de vigne qui ont été plantés et qu'il va falloir continuer à faire vivre. Quand on plante un pied de vigne, c'est pour 70 ans. Et donc, les gens qui ont planté des vignes il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans dans le sud de la France, eh bien, il faut adapter ces vignes-là, les pieds existants, au réchauffement climatique. D'où le paillage, d'où des méthodes en fait, de palissage qui vont permettre de répondre à ça. Mais effectivement, la géographie de la viticulture change et on va pouvoir cultiver des vins. On va cultiver en tout cas des pieds de vigne plus haut que ce qui n'était produit avant. Est-ce qu'il faut produire moins? On voit qu'il y a, je crois, 10% des vignes du Bordelais qui sont arrachées cette année. Voilà, c'est lié à une surproduction, peut-être à un modèle économique ou des choix marketing qu'il faut revoir, mais ça c'est un autre débat. Mais est-ce qu'on doit produire moins finalement pour s'adapter aussi à la demande des consommateurs? La consommation, elle baisse, mais elle ne baisse pas tant que ça. Elle a beaucoup baissé depuis, je sais pas, depuis 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, elle baisse de 2-3% par an. Donc, c'est pas, enfin, c'est important, mais c'est pas non plus dramatique. Ça permet effectivement aux différents acteurs de choisir leur positionnement. Il y a des gens qui font des vins, on va dire, assez industriels, sans peut-être faire attention à certaines méthodes de production. Et puis, il y a des acteurs qui font le choix d'avoir des vins très bien produits, très propres. Et ceux-là vont toujours rencontrer une certaine frange de clientèle. Nous, par exemple, nous nous adressons beaucoup à des générations qui sont conscientes, en fait, que lorsqu'on achète un produit, il faut savoir comment il a été produit, et donc qui sont vigilantes aux méthodes de production employées. Mais donc, il y aura toujours une rencontre avec ces clients-là. Effectivement, la consommation du vin baisse légèrement, mais ce n'est pas ça qui va mettre en cause la production de vin à grande échelle. Dernier thème, il nous reste une minute pour parler de logistique, parce que là aussi c'est un levier d'amélioration du bilan carbone pour simplifier des entreprises viticoles. Est-ce que vous rêvez d'une bouteille mondiale unique, un peu sur le modèle des containers? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, on en rêve. Déjà, on essaie de le faire à une échelle un peu plus restreinte. OE est la première entreprise à avoir relancé le réemploi, c'est-à-dire la consigne sur les bouteilles de vin au niveau national. Ça marche effectivement parce que c'est une bouteille standard et on rêve de le développer. Mais aujourd'hui, on travaille à lancer la consigne sur d'autres territoires. On travaille sur l'Allemagne, on travaille sur New York. Par exemple, à New York, on envoie nos vins en bouteilles consignables, on les envoie à la voile, parce qu'on peut là aussi trouver des solutions avec une consommation de carbone moindre, et les vins sont après réembouteillés sur place. Donc oui, on rêve d'une solution mondiale, mais déjà à l'échelle de certains pays, on peut développer la consigne et le réemploi, et ça change tout en termes écologiques. Merci beaucoup François-Xavier Henry, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, le modèle de l'assurance face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes.